Tu songes à acheter un Plex, mais tu hésites encore à faire le premier pas. D'aujourd'hui, je reçois Alexandre Carboni, auteur du livre Amuse-toi, qui partage son parcours et sa vision de l'immobilier locatif. On va parler de Plex propriétaire occupant, de retraite confortable et surtout de pourquoi l'immobilier peut être une voie accessible, même si tu n'as pas 100 000 de mise de fonds ou une expertise en gestion. Cet épisode pourrait bien te donner l'élan et la confiance pour enfin te lancer. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. OK, alors je suis avec Alexandre Carboni qui a écrit le livre Amuse-toi. On est ici pour parler acheter et gérer un Plex, une aventure à ta portée. Donc, on va parler d'investissement immobilier, on va parler surtout de petits Plex. Puis, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que c'est un sujet dans le cheminement vers l'indépendance financière de quelqu'un qui peut être vraiment bénéfique, qui est une option pour beaucoup de gens. Alexandre, explique-nous comment tu en es venu à écrire ce livre-là, ton cheminement jusqu'à l'écriture du livre. Ben oui, merci Frédéric. Bien content d'être ici. Je suis très, très excité. J'adore. Je suis un passionné de finance, un passionné d'immobilier. Donc, vraiment content de pouvoir partager ça avec toi. L'idée du livre, il y a deux grands facteurs qui expliquent le livre. La première, c'est j'ai moi-même une vingtaine de portes en petitplex. Je suis basé à Montréal. Puis, j'ai aussi une compagnie de gestion locative où je gère plus de 100 portes pour 80 propriétaires différents. Donc, je me suis trouvé à vivre sur le terrain énormément d'anecdotes, autant avec les propriétaires que les locataires. Puis, j'ai trouvé que la plupart du temps, il y avait des belles ententes qui se créaient, qu'il y a beaucoup de manières d'avoir des ententes gagnant-gagnant en immobilier. Puis quand j'ouvrais la télé pour écouter les nouvelles, c'est pas ça du tout que je voyais, ou lire les journaux sur mon téléphone. C'est pas ça du tout que je voyais. On a tout le temps l'impression que c'est des propriétaires qui veulent sacrer tout le monde dehors ou des locataires qui veulent détruire les logements. Puis ça décourage tout le monde de vouloir se lancer. Puis ça me faisait de la peine. Puis je me suis dit, c'est faux. Moi, ce que je vis, c'est complètement différent. Il faut changer le narratif autour de l'investissement immobilier. Donc, mon livre explique beaucoup d'anecdotes sur un ton cocasse, humoristique, avec des astuces concrètes, puis des ententes que j'ai eues avec les locataires. Donc, il y a une grosse partie là-dessus qui est pour réconforter un peu le locataire, réconcilier propriétaire et locataire. Fait que ça, c'est l'aspect 1. Je trouvais que dans les médias, on mettait un portrait trop négatif de l'investissement immobilier en petitplex. L'aspect 2, c'est que pour moi, il y a un aspect d'enrichissement discret autour de l'immobilier, où à partir du moment où tu mets une mise de fonds, que tu payes ton hypothèque, il y a une partie du capital qui est remboursée, ton immeuble prend de la valeur. Puis là, ici, je parle des meubles où il y a des revenus locatifs. Donc, pas nécessairement ton condo ou ta grosse maison sur le bord de l'eau, mais un immeuble où il y a des locataires qui payent une partie de tes dépenses. Ça change complètement la game. Puis ce qui fait qu'après 10 ans, 20 ans, ça va faire la différence entre une personne qui va être millionnaire en actifs. Puis si la personne a été locataire, puis elle a juste investi dans les marchés financiers, moi, je suis convaincu, j'ai fait des scénarios, il y a une différence astronomique entre les deux portraits. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va pouvoir avoir une retraite décente, puis quelqu'un qui va avoir de la misère à prendre sa retraite dans les temps ou selon le mode de vie souhaité. C'est ce OK, que je mais voulais OK. vraiment vulgariser. OK, donc Alexandre, je pense que si je comprends bien, l'idée du livre, c'est parce que, bon, toi, tu voyais une vision peut-être qui était peinte de l'immobilier locatif, qui était un peu négatif, donc tu voulais ramener ça un peu plus sur le bon côté, dans le fond, parce que toi, tu le vois tous les jours, tu es dedans. Ce que tu vois dans les médias, parfois, le négatif, c'est pas du tout ça que tu vis. Donc, tu voulais un petit peu ramener ça de ce côté-là. Puis ensuite, ben l'aspect, oui, qui va aider quelqu'un à monsieur, madame, tout le monde qui travaille, qui ne sait pas quel autre projet faire, peut peut-être décider de se lancer dans l'immobilier pour améliorer sa situation financière. Est-ce que j'ai bien compris? C'est un peu ces deux Oui, aspects-là
l'immobilier, ça reste quand même difficile d'accès. Tu sais, faut faire, faut magasiner, faut trouver. Je suggère toujours de trouver des bons partenaires, une bonne équipe. Mais si tu as l'option financière, si tu es rendu là dans ton parcours financier, de prendre la décision de dire non, je n'investis pas en immobilier, même si j'ai les moyens, je vais tout mettre à la bourse dans mes REER. Je pense que c'est une grave erreur, que c'est important, ceux qui peuvent le faire, d'en bénéficier, surtout un immeuble locatif. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir des opportunités puis des choix vraiment plus différents qui vont s'offrir à ces personnes-là qui ont pris la décision. Donc, toi, Alexandre, là, est-ce que tu travailles depuis que tu es sorti de l'école dans la gestion locative? Est-ce que tu viens du milieu, vraiment du milieu de l'immobilier, de la gestion immobilière, ou tu viens d'un autre domaine? Comment tu es arrivé à faire de l'immobilier? Oui, ben, je viens d'un autre domaine. Moi, j'ai une maîtrise en finance. J'ai travaillé 20 ans pour les grands fonds de pension basés à Montréal. D'ailleurs, je suis encore employé temps plein. Donc, moi, mon message, c'est pas de tout abandonner pour se lancer à 100% en immobilier. C'est pas de remplacer ton salaire par l'immobilier. Mon message, c'est de bien diversifier ses actifs puis d'avoir une vision long terme sur ses placements. Puis ce que j'aime de l'immobilier, c'est que je trouve que ça cohabite bien avec quelqu'un qui a un emploi comme moi de 9 à 5 du lundi au vendredi. Parce que bien que je gère une centaine de locataires, la plupart de ces locataires-là ont un emploi tout comme moi. Donc, si j'ai à les rencontrer, si j'ai à les contacter, ça se passe à l'extérieur de mes heures de travail. Ce qui fait que j'apprécie beaucoup cette classe d'actifs-là pour ça, pour ceux qui veulent la gérer plus activement. Puis, ce que j'aime aussi, c'est le fait que, justement, ça prend de la valeur. Tu n'as pas besoin d'aller travailler dans ton immeuble pour qu'il prenne de la valeur. C'est vraiment les forces économiques qui vont faire en sorte que ton immeuble va prendre de la valeur. Ça va être selon les loyers, selon l'inflation, selon l'immigration. Donc, tu te trouves à produire de la valeur d'une manière différente que ce que ton emploi à temps plein permet de faire. Donc, c'est un peu mon parcours. Donc, pour moi, c'est encore une passion que je fais à l'extérieur de mon travail à temps plein. OK. Donc, si je comprends bien, on a commencé de zéro, on s'est lancé dans l'immobilier, puis c'est là qu'on a découvert que c'était pas juste le travail, dans le fond, qui était important, mais aussi se bâtir un patrimoine. Puis l'immobilier, pour toi, pour faire ça, c'est vraiment central là, dans ton propre cheminement. Donc, on s'est rendu à justement travailler là-dedans, puis maintenant écrire un livre, partager son parcours, Mm-hmm. puis aider les autres là, qui voudraient peut-être... à qui s'adresse le livre Oui, Amuse-toi, dans le fond? Qui a intérêt à prendre ce livre-là puis à regarder son contenu? moi, ce que je dis, c'est tous ceux qui visent une retraite décente. Je le vois large. Tu sais, souvent, on a l'impression qu'il faut être passionné d'immobilier pour acheter un livre, mais mon livre, il se veut pas comme ça. C'est pas un livre comme un manuel scolaire, tu sais, module 1, module 2. C'est pas ça du tout. C'est un livre qui est en mode, je dirais, storytelling. C'est mon histoire à moi, mon parcours, mes erreurs. Les gens sont surpris à quel point j'ai dévoilé, puis je me suis rendu très vulnérable dans mon livre pour divulguer mes erreurs. Puis justement, je voulais que ça soit un portrait juste, puis que ça soit concret et réplicable. Donc moi, je suis pas Luc Poirier, là. J'ai pas acheté la place Laval pour 65 millions. Là. C'est pas ça du tout. J'achète un petit plex avec un ami. Comment je m'y suis pris, c'est quoi les bonnes étapes à suivre, comment bien s'entourer, parce que je suis ni courtier hypothécaire, ni conseiller financier, ni courtier immobilier. Donc, j'ai besoin de gens qui ont ces licences-là pour m'aider dans mon parcours. Donc, c'est vraiment pour tous ceux et celles qui visent une retraite décente. Je pense que l'immobilier, c'est un incontournable. Puis je voulais un livre le fun, pratique et réplicable pour ces gens-là. OK, donc n'importe qui se demande s'il va être correct à la retraite, qui a du temps, j'imagine, ça prend un petit peu de temps quand même, là, quelqu'un qui décide de se lancer, s'il est débordé par son Mm-hmm. travail, justement, son 9 à 5, Ouais. Ben, est-ce que c'est quelqu'un qui va s'y retrouver là-dedans? Parce que je pense qu'il faut y mettre un peu de temps, là, une fois qu'on décide de s'embarquer dans les petits plex. c'est un excellent point. En immobilier, je considère que si tu te lances en immobilier, il y a trois départements qu'il faut gérer. Il y a le département du financement, donc à trouver les sous, trouver le bon prêt. Il y a le département de la prospection, trouver le deal dans lequel on veut investir. Puis il y a le département de l'opération, donc
la gestion locative comme je fais. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a personne qui est excellent dans les 3 départements. Donc, l'idée, c'est de trouver des partenaires qui vont venir te complémenter. Par exemple, moi, ma force, c'est l'opérationnel. Pour moi, c'est rendu mécanique. À chaque problème, je connais déjà la solution. J'ai déjà un bon réseau de contacts. Donc, c'est ma force. Là, maintenant, avec 4 plex, 2 condos, en termes de mise de fonds liquide dans mon compte, c'est un peu plus sèche, mon affaire, un peu plus sec. Donc, j'ai besoin de trouver des partenaires qui, eux, ont plus d'argent, mais ils n'ont pas besoin de savoir comment opérationnaliser un immeuble, faire la gestion immobilière, gestion locative. Puis, pour ce qui est de la prospection, ben, pour l'instant, moi, je me fie à des courtiers, mais il peut y avoir des gens qui vraiment trouvent des deals incroyables. Donc, pour répondre à ta question, quelqu'un qui n'a pas de temps à mettre, ben, c'est sûr que là, il faut quand même apporter quelque chose dans la transaction. Ça serait au niveau de la mise de fonds. Donc, on peut penser à des gens très occupés qui ont accumulé un certain magot. Ben, eux autres pourraient s'associer à des gens qui, eux, veulent investir du temps. Puis, chacun contribue à sa manière. Puis, bien sûr, je ne l'ai pas fait à l'époque parce que on commence tous puis on fait des erreurs, mais c'est bien important de structurer l'entente, que ce soit par une convention d'indivision ou une convention d'actionnaire selon la structure que vous choisirez. Mais l'idée, c'est que de ne pas avoir de temps, selon moi, ce n'est pas une excuse. Ça veut juste dire que ça te précise le type de partenaire que tu as besoin pour te lancer. OK. Tu sais, moi, juste anecdote personnelle, là, mettons dans les 3 créneaux, moi, évidemment, j'ai souvent regardé, là, depuis que j'ai 25 ans, l'immobilier. Et puis, dans les 3 sphères que tu mentionnes, moi, c'était tout le temps le financement. Évidemment, là, je suis courtier hypothécaire, je suis encore Ben plus oui. dans le financement. Parce que les opérations, bof, ça prend beaucoup de temps, puis j'ai pas le goût de sortir tant que ça devant de mon bureau, puis moi, je suis efficace devant mon ordinateur. Ensuite, il y a la prospection. Ben là, c'est un peu la même chose. Il faut un petit peu sortir, faut un petit peu regarder, analyser des propriétés. Bon, j'en ai regardé un peu, mais je trouvais ça très, très difficile d'arriver à justement trouver un deal. Donc, le financement, pour moi, ça a été tout le temps la voie que j'ai choisie là, pour investir dans l'immobilier. En tout cas, que je pensais que j'avais un edge, mais le problème que j'avais souvent, c'était, il faut trouver le bon partenaire avec qui qu'on a confiance, qui a l'expérience, qu'on va décider de mettre nos billes. Je veux dire, ça prend une extrême grande confiance. Là, je veux dire, tu ne donnes pas ton argent à n'importe qui pour... c'est pas ce que je recommande. Donc, celui qui commence en immobilier, je m'excuse, mais je ne vais pas embarquer dans un deal avec des gens qui n'ont pas fait leurs preuves puis que je comprends pas exactement c'est quoi le edge que ces personnes-là ont en allant acheter un petit plex. J'aime mieux mettre mon argent à ce moment-là à la bourse ou ailleurs, ou investir dans ma propre entreprise. Mais c'est intéressant de voir ça comme 3... Puis c'est un excellent point que tu soulèves. Moi, mes partenariats, pour vous donner, justement, je suis très à l'aise d'ouvrir mes livres. Le premier immeuble que j'ai acheté, c'est avec un couple d'amis d'université. On s'était rencontrés. En fait, j'en avais connu un du secondaire. Rendu à l'université, on était encore amis. C'était fait une blonde, puis on a acheté les 3 ensemble. Ensuite, j'ai acheté avec ma conjointe à moi, ce qui est souvent les premiers partenariats de tout investisseur. On achète avec notre conjointe. Puis plus récemment, dans mon parcours, j'ai acheté avec aussi un autre ami d'enfance. Là, j'ai acheté avec une collègue de travail. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. On se connaît, mais on ne se connaît pas à l'extérieur du travail, mais juste là, ça en dit beaucoup, quelqu'un qui travaille au même endroit que toi depuis 4 ans, sur son assiduité, sur son sérieux. Donc, ça, c'est beaucoup d'informations. Puis, je pense que si jamais tu n'as pas. Puis moi, je considère que je n'ai pas un entourage d'entrepreneurs, je n'ai pas des gens riches autour de moi. Il y a plein de gens probablement qui ont des cercles beaucoup plus impressionnants que le mien. Il y a toujours les activités de réseautage. Mais les activités de réseautage, ça ne va pas là une fois trouver ton partenaire. Je pense que ça se fait sur le long terme. Si ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'à tous les jeudis du mois, les troisièmes jeudis du mois, tu rencontres la même personne, ça connecte, tu vois les deals qu'il fait, tu vois les deals que tu fais. Je suis convaincu qu'il y a moyen aussi d'élargir son réseau de cette manière-là, mais ça prend du temps. Mais par contre, à long terme, je suis sûr que c'est intéressant. Mais ce que tu dis, il ne faut pas investir avec n'importe qui rapidement. Il faut apprendre à les connaître, comprendre le modèle d'affaires, clarifier les forces, les rôles de chacun.
Mais par la suite, moi, je Ouais. pense que rien n'est possible. Ben ensuite, moi, je pense qu'il y a l'option quand même de la personne qui veut acheter sa première propriété puis aller comme propriétaire occupant, tu sais, parce que là, on parle de petit Ouais, plex. ouais. Lorsqu'on parle de petit plex dans le financement, on parle souvent de propriétaire occupant. Oui, le premier partenariat, justement, avec sa conjointe, ça reste ça, un partenariat, moi, je pense, qui est le plus safe quand on est avec la Ouais. bonne personne, lorsque on a les mêmes buts, les mêmes affinités pour le futur, pour le long terme. Il y a des enfants qui s'installent dans la famille, puis, tu sais, ça donne une stabilité. Après ça, aller chercher des partenariats avec d'autres personnes, c'est normal que ça soit peut-être un peu plus fragile, là, parce que ça va être difficile d'être bien enligné sur le long terme avec Mhm. d'autres foyers familiaux, là, tu sais, à un moment Ben, donné. je me permettrais parce que j'ai vécu un peu les deux, mais tu sais, emménager avec sa conjointe, justement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est pas nécessairement des problèmes dans l'immeuble qui va faire que le partenariat va se briser. Ça peut être n'importe quelle chicane de couple, tu sais, qui peut mettre fin sur la collation qu'on a donnée à notre enfant, qui n'était pas assez santé, puis là, finalement. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'impondérables. J'ai versus acheter un immeuble 100% locatif, qu'aucun des deux va aller vivre dedans. Ben là, tu n'as pas à gérer la cohabitation, le voisinage, l'aspect esthétique de l'immeuble aussi. Tu sais, si aucun de nous deux va vivre dans l'immeuble, qu'on peinture ça blanc ou puis que l'autre, tu sais, donc ça enlève énormément de. Je trouve que ça simplifie beaucoup Ouais. l'investissement quand tu n'es pas dans l'immeuble, puis quand tu investis avec quelqu'un qui n'est pas ton conjoint. Sauf que effectivement, ça te prend 20% de mise de fonds. Donc, il y a une barrière à l'entrée plus élevée versus rentrer par la CHL avec un partenaire, un win partenaire, ce qui, selon moi, est le meilleur premier pas en immobilier. Ça reste quand même un petit plex avec la CHL. Avec les prix aujourd'hui, il faut prendre toutes les incitatifs disponibles, puis faire le saut. Puis après ça, la boule de neige va Ouais, commencer ben, pour la moi, suite. moi l'immobilier, un peu comme tout, là, dans le fond, tu sais, je le vois comme on peut développer nos compétences au fur et à mesure qu'on le fait. Puis lorsqu'on commence justement avec un duplex propriétaire occupant, on a un locataire, on apprend en même temps à devenir propriétaire, à être. On développe notre expertise en le faisant petit à petit, tu sais, tu sais, on commence. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui commencent en achetant comme un 12-plex, là, tu sais? Moi, ils ne sont pas dans mon cercle d'amis, C'est ces ça, là. gens-là. Mais je pense que j'aurais voulu en avoir un juste pour entendre comment ça se passe au C'est juste quotidien. Mais comme toi, moi, j'ai commencé avec un seul locataire. Déjà là, commencer à entretenir une maison, c'est un gros jump, là. Tu sais, ouais. passer de vivre chez ses parents ou avec locataire dans son petit 3,5 à entretenir une maison, la brique, les fenêtres, c'est un gros step. Puis là, c'est en plus, tu as un locataire. Moi, j'aime ça faire les choses par étapes. Donc, je pense que commencer avec un locataire, c'est la meilleure chose à faire, se faire les dents pendant une couple d'années. Puis après, tu évalues ta force, c'est quoi? T'es-tu bon là-dedans ou t'es pas bon? Ben, si tu n'aimes pas ça, t'aimes pas ça parler avec ton locataire, tu n'aimes pas ça entretenir ta maison, ben là, tu sais que tu as besoin de quelqu'un qui va être bon dans ce département-là pour ta Ouais. prochaine transaction. OK. Donc, le livre s'adresse aux personnes qui visent peut-être avoir une retraite un peu plus confortable que s'ils feraient rien ou Ouais. s'ils investissaient seulement dans les REER, CELI, à la bourse. Parce qu'on s'entend, là, en immobilier, on va mettre un petit peu de temps. Tu sais, je comprends que si on est juste dans le côté financement, ça va être moins rentable que si on fait tout. Tu Mhm. sais, si on est juste un des piliers, c'est le financement, ben, on veut quand même que ce soit plus payant que si on investissait à la bourse, hein, même si on ne fait que le financement. Parce que sinon, pourquoi aller investir dans un partenariat où est-ce que c'est risqué, tu ne sais pas si tu vas revoir ton argent. Il faut que ça soit plus rentable que du 10-15 %. Il faut viser du 25 % là, avec notre argent si on investit comme ça en immobilier. Oui, ben, le financement, comment je le voyais, la personne, elle avait des parts, là. Donc, tout le monde est propriétaire à part égale ou à peu près, là, selon l'entente. Puis c'est sûr que après ça, tu regardes si la personne, s'il y a juste une personne qui a amené l'ensemble des fonds, ben, peut-être qu'elle fait un prêt aux deux autres, là, en plus d'avoir des parts dans la compagnie. Tout est possible. L'important, c'est de s'entendre et que ça reste fair, là. Moi, je recommande d'aller voir un notaire, avocat qui font ça, des structures comme ça pour s'assurer que ça a du sens. Ouais. Euh, Puis, donc, ce qui fait que, selon moi, c'est plus intéressant que d'investir à la bourse, ben, il y a l'effet de levier. Donc, tu sais, avec 25 000 de mise de fonds,
tu as une maison à 500 000 qui fait du 4 par année, ben c'est 20 000 par année. Donc, ton 25 000 rapporte 20 000 par année. C'est quand même état. Il y a plusieurs autres frais afférents. Je comprends, mais n'empêche que juste comprendre la puissance de l'effet de levier. Donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant. Puis l'autre aspect aussi que je trouve que plusieurs personnes négligent, c'est l'aspect fiscal. C'est que souvent, l'alternative à l'immobilier, c'est d'investir dans ses REER, mais tes REER, quand tu vas les vendre à 71 ans ou plus tard, ben, il faut que tu payes de l'impôt sur le revenu. Si c'est 100 000 par année, ça va être presque 50 d'impôt que tu vas payer. Donc, tu penses que tu as 1 million de REER, mais en réalité, tu as 500 000 de disponibles. Tandis qu'en immobilier, si tu as vécu dans un des logements, ben lui, il est 100 libre d'impôt, la prise de valeur de cet aspect-là. Puis l'autre partie qui était locative, ben, c'est un gain en capital, c'est la moitié du taux d'imposition de ton REER. Donc, si tu as 1 million dans les deux, ben, quand tu vas vendre ton immeuble, il va probablement t'en rester 800 000 d'impoche. Mais quand tu vas vendre tes REER, il va t'en rester 500 000 d'impoche. Je fais des chiffrons, tu Ouais. es pas meilleur que moi pour faire cette comparative-là, cette comparaison-là. Donc, il y a cet aspect-là aussi, je pense, que les gens négligent dans la quête de la liberté financière. Ben, être propriétaire de son logement, là, c'est ça, là, on gagne la plus-value, puis il y a l'exonération pour gain en capital sur notre résidence principale. Tu sais, exemple, moi, ma propriété maintenant, ma maison, elle vaut 800 000, mais en réalité, il y a un 400 000 de cette valeur-là, moi, qui est apparu au fil des années. Mhm. Parce que l'immobilier, j'ai toujours été propriétaire depuis 2008, donc l'augmentation des valeurs a fait en sorte que, en réalité, j'ai payé juste 400 000 là, pour ma maison, Puis là, maintenant, c'est payé au complet, donc là, tout va bien, il n'y a plus de paiement. Ouais. Je veux dire, ça, c'est de l'argent après impôt que j'ai pas besoin de dépenser en loyer, en intérêt. C'est ça, là, c'est quand même puissant. Fait que c'est sûr que dans un contexte d'achat en propriétaire occupant, on a cet avantage-là aussi. Mais en plus, on a un locataire qui vient comme ajouter un revenu de loyer. Puis c'est ça, là, on peut développer notre expertise en immobilier, peut-être aller acheter un autre plex qui serait 100% locatif, etc., Mhm. parce qu'on a bâti de l'équité. Puis si on devient bon à spotter les opportunités en plus, ça peut être très intéressant. Comment le livre, donc, guide concrètement le lecteur, là? Donc, c'est la personne qui a décidé d'investir en immobilier qui devrait acheter le livre ou celui qui se demande s'il doit investir? Ouais. C'est ou celui Ben, qui a déjà, ou celui qui a déjà ouais. des locataires puis que là, il est comme complètement débordé, dépassé par les Ben, événements. Il va acheter le ouais, livre. exact. C'est sûr que je vais répondre toutes ces réponses, là. OK. Je vais pas refuser personne, je vais pas empêcher personne de se procurer mon livre. Mais honnêtement, la vraie réponse, c'est toutes ces réponses pour des raisons différentes. Donc, le livre, si j'y vais à l'envers, la personne qui a déjà un immeuble, j'ai 40 du livre là, qui est à la fin, là, c'est des anecdotes de locataires que j'ai vécues sur le terrain, puis comment j'ai trouvé des solutions, comment je me suis entendu avec les locataires. Donc, quelqu'un qui a un immeuble qui arrive tout le temps plein de situations, puis qui ne sait pas comment s'y prendre, puis qui fait de l'anxiété, puis qui n'est pas sûr de prendre la bonne décision, bien, il va avoir une foule d'informations de cas réels. C'est comme à l'université, là, des business cases que tu analyses. Là. Donc, des cas réels que j'ai vécus. Je pense que la plupart du temps, j'ai eu une bonne approche. Des fois, j'ai fait des erreurs, un peu comme tout le monde, où tu tombes un peu trop dans l'émotion, tu deviens un peu paranoïaque, tu as l'impression qu'on veut abuser de toi, alors qu'en réalité, c'était pas ça. C'était moi le méchant, finalement, dans cette histoire-là, forcé d'admettre, puis je me suis repris par la suite. Donc, j'ai séparé les anecdotes comme tout ce qui s'est passé au point de vue aquatique. On le voit, ça peut être des tuyaux qui gèlent, des fuites d'eau, des toilettes qui débordent. Puis, effectivement, soit dit en passant, je ne suis jamais allé changer une toilette la nuit. Là. Ça existe pas, ça. C'est un mythe. Pour deux raisons. De un, la nuit, les locataires, tout comme toi, ils dorment. Fait qu'il ne se passe rien. De deux, s'il y a une toilette à les remplacer, il faut que tu envoies un plombier certifié avec des garanties. Il ne faut jamais que tu ailles faire ça Ouais. toi-même parce que si tu l'installes mal, puis ça coule sur les étages en dessous, tu vas avoir de bien plus gros problèmes. Donc, ça n'existe pas, ça, le propriétaire qui va changer. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécu avec le parcours que j'avais. C'est pas ce que je recommande. Donc, pour la personne, j'ai aussi un beau secteur sur les animaux. Donc, des problèmes de chats, de chiens, de souris, de fourmis, même d'abeilles, comment j'ai adressé ça. Donc, c'est des situations qui sont, somme toute, cocasses. Tu sais, ça s'appelle Amuse-toi.
Je voulais donner le goût aux gens de se lancer. Je voulais pas aller dans le spectaculaire, dans le dramatique. Là, c'est vraiment pas ça. Je voulais que ce soit divertissant, accessible. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà un immeuble. Après ça, pour ceux qui se demandent s'ils devraient acheter, j'ai fait toute une section qui s'appelle le grand combat, où je compare avec des hypothèses. Un locataire qui aujourd'hui arrive à. Moi, je suis à Montréal, j'ai pris des loyers autour de 2000 et qui se prend un beau logement, ou quelqu'un qui achète un petit plex. Puis, j'avais mis à 700 000 J'ai pris des prix quand même élevés. Donc, j'ai été très conservateur dans mes prix, très avec les chiffres d'aujourd'hui. J'ai fait des projections. Puis, à la fin de ça, j'arrive que sur 10 ans seulement, en tenant compte de tous les frais afférents, libre d'impôts, après impôts, le propriétaire a accumulé 400 000 de plus que la personne qui reste en location, puis qui a investi quasiment 1000 ou 2000 dollars par mois dans son REER, dans un compte d'épargne. Donc, tu sais, puis ça, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Un, l'imposition, c'en est un. Mais deux, imaginez, moi, je ne suis pas capable de faire ça, de mettre systématiquement à tous les mois 1500 de côté dans un compte. C'est sûr qu'il y a des mois où ça va me tenter de le mettre ailleurs. Ça prend une discipline de faire. Puis là, à un moment donné, tu vois les chiffres monter, c'est rendu à 100 000. Il ne faut pas que tu y touches, il faut que tu continues à laisser ça. C'est ça que je trouve dur versus l'immobilier que je parle d'enrichissement discret, c'est que tu ne vois jamais vraiment l'argent de ton immeuble. Tu vois juste le prêt hypothécaire, donc tu ne te sens pas vraiment emballé par ça. Des fois, tu vas avoir une marge de crédit, un sol qui apparaît, mais en même temps, ça reste du crédit. Il faut que tu fasses attention comment tu l'utilises. Donc, vraiment, une section complète sur pourquoi tout le monde devrait investir. Puis, ton troisième persona que tu me disais, quelqu'un qui veut déjà investir, qui est convaincu, qui n'a pas besoin de lire cette section-là, vraiment mis en détail les étapes à suivre. Au début, je pense que ça commence par un bon dossier de crédit. Donc, c'est d'appeler quelqu'un comme toi, puis de regarder c'est quoi ma capacité à payer, c'est quoi mes zones où j'ai des dettes que je devrais diminuer, mon revenu. Donc, vraiment avoir une pleine conscience de sa puissance d'emprunt. Puis après ça, le processus d'acquisition. Je l'ai mis en un livre dont vous êtes le héros pour ceux qui se souviennent. Donc, si tu réussis l'étape 1, tu passes à l'étape 2. À partir du moment où c'est refusé, tu recommences à la prospection, puis tu redescends le processus jusqu'à la remise des clés. Donc, c'est pour que tout le monde y trouve. Puis à travers tout ça, j'ai parsemé de mes grandes erreurs dans le but de vous faire rire, dans le but de vous enlever la pression, pas obligé d'être parfait. Puis les faits méconnus aussi de l'immobilier. C'est surprenant au Québec quand on commence à avoir du succès, quand on commence à accumuler des actifs. Des gens qui nous encourageaient au début, finalement, commencent à avoir peur de nous. Donc, un peu comme ce que j'ai vécu autour de moi à travers mon parcours de ces dernières années. Oui, c'est intéressant. Ça donne le goût. Moi, je l'ai lu, c'est ça, ça donne le goût de se lancer. En même temps, ça dresse un tableau quand même réaliste, là, que on se lance pas dans l'immobilier en pensant qu'on va rien faire. C'est-à-dire que faut quand même avoir un esprit qui est capable de rester calme, d'adresser un problème à la fois. Et Oui, tout se fait. Il faut évidemment avoir une grande empathie dans le sens que c'est ça, là, il faut servir ses clients en bout de ligne. Là. ouais, Il faut avoir l'idée que nos locataires, ben, on est là aussi pour leur offrir un logement, puis un service. Puis, ben, c'est ça, il faut répondre à ça. Puis, ce faisant, ben, notre patrimoine s'accumule petit à petit grâce à l'augmentation des valeurs, l'augmentation des loyers. Puis on peut faire ça si on a une job qui, justement, nous laisse un peu de temps puis qu'on veut aller chercher comme un side, pas un side hustle, mais en tout cas, c'est un chemin assez conventionnel là, d'aller dans l'immobilier, les petits plex. Donc, c'est encore bon en 2026 d'aller vers les petits plex. oui. Puis, tu sais, tu parlais, ça prend de l'empathie. Tu as raison. Moi, je l'ai découvert, ça a pris du temps. Depuis que j'ai découvert que plus tu es empathique, puis plus tu es présent auprès des locataires, sans nécessairement être là tous les dimanches, là, mais quand il y a une situation de vraiment la prendre à cœur, ça t'aide beaucoup à les résoudre. Puis encore une fois, si tu n'es pas bon là-dedans, si ce n'est pas ton réflexe naturel d'être empathique, ben, tu t'associes avec quelqu'un qui, lui, a une batterie sociale illimitée, puis qui a jasé avec des inconnus ou du monde toute la journée, ça l'énergise. Fait qu'il y a toujours moyen, c'est ça que j'aime de l'immobilier, il y a beaucoup de flexibilité.
tu fais pas ça seul, tu prends des gens qui vont te complémenter, puis il y a plusieurs produits. Tu peux acheter des immeubles plus récents qui vont nécessiter peu d'entretien avec des locataires qui sont là depuis plus longtemps, mais le rendement risque d'être un peu plus bas, puis c'est normal. Ou si tu es vraiment motivé, tu peux aller plus vers les maisons de chambre où là, tu es plus proche d'un emploi à temps plein si tu es vraiment passionné puis tu veux t'investir. C'est comme un accordéon. Là. Tu choisis le nombre d'heures que tu veux mettre, tu choisis avec qui tu veux mettre, puis à partir de là, c'est sans limite. Excellent. Hey, merci beaucoup, Alexandre, d'être venu parler de Petitplex. C'est un sujet que moi, je parle pas souvent parce que justement, j'ai pas l'expérience là-dedans, mais j'ai souvent mentionné là, dans le podcast que c'est une belle façon de commencer, de réduire son train de vie. Au lieu d'aller s'acheter une maison, va t'acheter un Plex. Si tu as un petit peu de temps, si tu as un petit peu d'intérêt, justement, à avoir des locataires, puis l'esprit un peu entrepreneurial, ça peut valoir la peine, ça peut faire une grosse différence, justement, à la retraite, d'aller vers cette voie-là au lieu d'aller vers, une plus grosse maison, plus de confort. Les Petitplex, c'est une belle porte d'entrée vers l'immobilier. Puis après ça, l'équité s'accumule, puis ça l'ouvre des portes à d'autres projets, peut-être plus gros ou voilà. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Je pense que avoir une maison, en fait, où tu n'as pas de revenu de loyer, c'est que tu es plus proche d'une dette, donc tu es mieux de la rembourser ton hypothèque le plus rapidement possible. À partir du moment où tu as des revenus de loyer, je considère que la game, elle change un peu. Il y a une stratégie différente à avoir pour la suite des choses. Oui, puis là, si vous avez des Plex, des locataires, il y a la mise à part de l'argent, il y a des stratégies hypothécaires par rapport à ça que vous pouvez faire. Si jamais vous allez vers la maison, vous pouvez toujours faire, puis que vous décidez que c'est pas pour vous les Plex, il y a toujours la manœuvre Smith que vous pouvez faire, des petites stratégies fiscales d'investissement avec votre hypothèque. Je vous dirais que ça serait l'alternative, parce qu'évidemment que ça sera pas tout le monde là, qui va vouloir se lancer là-dedans. Peut-être, je pense, c'est ça, là, monsieur, madame, qui sont débordés par leur vie, leurs enfants, leur travail, peut-être que là, c'est too much d'aller investir dans l'immobilier. Moi, je le comprends parce que le travail a toujours... Tu veux t'en sortir de ça, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu commences à préparer ton plan de sortie, puis c'est ces gens-là qui devraient investir. On est mieux d'en mettre beaucoup, tu sais. Moi, je m'en sauve parce que j'ai été un super épargnant, là, comme on dit. Là. Moi, j'avais pas de difficulté à mettre de côté 20 30 40 50 jusqu'à même 70 de mes revenus. Là, ultimement, quand j'en faisais plus, j'ai toujours été capable de pas trop dépenser puis d'en mettre de côté parce que je voyais tellement l'importance d'accumuler pour se sortir d'un système qui joue contre nous, là, les super puissants, les super riches. Ça paraît pas, mais ça pèse ça contre nous dans l'augmentation des prix. On le voit pas. Toujours nous inciter à consommer davantage les voitures à crédit, tout à crédit, etc. On essaie d'éviter ça. Puis on essaie d'aller investir peut-être dans l'immobilier, dans un Petitplex, ou en tout cas trouver une façon d'accumuler son patrimoine. L'immobilier, ça se fait quasiment un peu tout seul là, une fois qu'on s'embarque là-dedans. On n'a pas besoin d'en mettre de côté tant que ça parce qu'on est forcé à justement à payer nos dépenses, nos Plex, son hypothèque. C'est taxe, on ne se pose pas la question. C'est ça, l'argent rentre, l'argent sort, mais en bout de ligne, la valeur, elle est là, donc... Oui. OK, je te remercie beaucoup, Alexandre. Si quelqu'un veut justement savoir plus, j'imagine, c'est d'aller acheter le livre. Y a-t-il d'autres choses qu'il peut faire? S'il veut communiquer avec toi? Oui, j'ai un site web, alexandrecarboni.com. Je suis sur Instagram, Facebook. Je réponds à tout le monde. Mon objectif, c'est d'encourager les gens à faire le saut. Donc, s'il y a des situations à creuser, débloquer, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Super. Merci beaucoup, Alexandre. On se quitte là-dessus. Je te souhaite du succès dans ton immobilier, puis avec le livre. Merci d'être venu en parler à Indépendance financière et hypothèque. Merci, Frédéric. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!